Aujourd'hui, on vous propose de plonger dans le monde de la nutrition de précision avec la chercheuse et nutritionniste Ivona Rudkowska. Dr Rudkowska est professeure titulaire au département de kinésiologie de l'Université Laval et chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec. Son programme de recherche vise à développer de nouvelles stratégies nutritionnelles pour prévenir le diabète de type 2. Son laboratoire combine des approches classiques et des méthodes de pointe telles que la métabolomique, la protéomique et l'apprentissage machine afin de mieux comprendre les effets et les mécanismes d'action de différents nutriments et stratégies nutritionnelles. Dans ce contexte, elle s'intéresse particulièrement à l'impact des acides gras présents dans notre alimentation sur le métabolisme et la santé, ainsi qu'à la variabilité interindividuelle observée dans la réponse métabolique à ces nutriments. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter mes recherches. Mais normalement, je vous présente souvent mes recherches sur la variabilité interindividuelle. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mes recherches sur le gras. Alors, j'ai choisi le titre Beurre ou margarine, ce que les recherches nous démontrent. Mais c'est vraiment pour vous mettre en contexte un peu mes recherches et ma pensée depuis le début de ma carrière de chercheur. Alors aujourd'hui, on va voir est-ce qu'il faudrait choisir le beurre ou la margarine et pourquoi les recommandations ont changé. Alors, j'ai essayé de faire une petite timeline des conseils. Alors, avant, on disait de manger du beurre. Après, on disait de manger plus de margarine que de beurre. Puis après, dans les années 90, on a dit non, c'est mieux le beurre que la margarine. Et finalement, on est rendu en 2020 ou 2025 et on se demande bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, je pense que c'est une question très générale. Et dans cette question-là, je vais montrer quelques études. Ce n'est pas nécessairement les plus importantes ou les plus grandes études. C'est juste pour vous donner une idée qu'est-ce qui se passait dans ces temps-là. Et je vais pour que ce soit plus pertinent, je vais vous montrer un peu de mes recherches et de qu'est-ce que j'ai fait la recherche sur les gras. Alors, moi, j'ai souvent travaillé sur les bons gras durant mes études. Alors, maintenant, j'ai essayé de travailler un peu sur d'autres sortes de gras. Alors, on connaît bien le beurre. Alors, le beurre, c'est vraiment un produit fait de deux ingrédients. Alors, vraiment, le lait et la crème. Et on peut rajouter quelques ingrédients comme le sel, les colorants, des matières solides venant du beurre. Et si on regarde la margarine, c'est quoi? Mais c'est vraiment différent du beurre. C'est vraiment un mélange de graisse et d'huile végétale qu'on peut rajouter, il faut rajouter la vitamine A et D. Et on peut aussi rajouter des colorants, des arômes et d'autres produits dans la margarine. Mais la margarine qu'on connaît aujourd'hui est vraiment différente de la margarine qui était au début. Alors, la margarine, elle date d'il y a plus de 1869. Et c'était à l'origine, c'était de la graisse de beurre, de lait et de l'eau. Et c'était en substitut du beurre. Alors, c'est ça qu'il faut savoir. La margarine, elle a aussi évolué dans le temps. Alors, si on commence, on sait que les recommandations ont changé, mais notre santé aussi, elle a beaucoup changé durant les dernières années. Alors, qu'est-ce qui a changé? On a commencé à être plus sédentaires. Alors, nos emplois sont plus sédentaires et en plus, on fait moins d'activité physique en général et on mange moins bien. Alors, on mange moins de légumes et de fruits qu'on a besoin et on mange beaucoup d'aliments transformés de nos jours. Et tout ça fait en sorte que les maladies cardio-métaboliques ont commencé à se développer. Alors, que ce soit le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Et c'est vraiment devenu un problème de la société. Et ça a commencé depuis, on va dire, depuis les années 1950, même peut-être plus tôt. Alors, quand c'est arrivé, il y avait une grande étude qu'on nomme l'étude des 7 pays. Et cette étude-là, elle est vraiment connue partout au monde. C'est vraiment une étude
qui a regardé le risque de maladies cardiovasculaires par rapport au gras. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? C'était une étude qu'ils ont fait en 1956 et ils ont regardé l'alimentation dans 7 pays différents. Alors, les États-Unis, la Finlande, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, l'ancienne Yougoslavie et le Japon. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? C'est vraiment le taux de mortalité, surtout des maladies cardiovasculaires, et qu'est-ce qu'ils consommaient. Et dans cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est que chaque pays était vraiment différent, mais entre la quantité de gras et la mortalité, il n'y avait pas de lien. Par contre, si on regardait quelle sorte de gras les gens y consommaient, ils ont vu qu'en Crète, qui est une petite île en Grèce, quand les gens consommaient plus d'huile d'olive et d'oméga 3, alors acide gras oméga 3, il y avait moins de risque de maladies cardiovasculaires que les gens qui étaient en Finlande, qui avaient un plus grand risque, qui avaient un plus haut taux de cholestérol. Alors, il n'y avait pas de différence entre le cardiovasculaire, mais un plus haut risque de maladie de cholestérol. Et à partir de ce moment-là, on a vu vraiment qu'on devrait diminuer l'apport en gras saturé et augmenter l'apport de gras végétal. Et donc, le régime méditerranéen a commencé à être de plus en plus populaire. Alors, si on regarde des données plus historiques, on voit aussi que notre alimentation a vraiment changé. Alors, j'ai trouvé ce graphique dans un article qui parle plus des oméga 3, mais il démontre bien qu'est-ce qui est arrivé en 1909 jusqu'en 1999. Alors, on voit qu'avant, on consommait vraiment beaucoup plus de beurre et de lard. Et après, dans les années 60, il y a eu un changement et on a commencé à consommer plus de shortening et de la margarine. Alors, il y a eu vraiment une augmentation dans ces deux produits-là. Et ça, c'est en partie parce qu'on a développé les gras trans artificiels. Alors, les gras trans artificiels, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'ils ils existent depuis des années 1900. Et en réalité, c'était un chimiste qui a déterminé qu'on pouvait mettre de l'hydrogène pour mettre les huiles végétales soit solides ou semi-solides. Alors, c'était moins cher à faire que le beurre et ça se conservait bien et c'était vraiment bon pour la friture. Alors, tout ça a rendu vraiment populaire la margarine, le shortening et les huiles pour la friture. Alors, on a commencé dans les années 60 parce que c'était approuvé par le FDA en 1958, les huiles hydrogénées, de vraiment utiliser ça pour nos margarines et le shortening. Alors, on en consommait vraiment beaucoup. Mais après quelques années, on a fait des études et les grandes études épidémiologiques ont commencé à sortir dans les années 1990 et ils ont démontré que les huiles trans, alors ces huiles qu'on a fait chimiquement, alors les gras trans industriels, augmentaient le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, ça augmentait le risque. Ici, on voit les différents risques. Alors, on voit le gras saturé, ça augmente le risque à 1,17, mais après, on voit aussi le gras trans, ça augmente le risque, mais 1,93. Alors, beaucoup plus que le gras saturé. Alors, dans ces années-là, dans les années 1990, plusieurs études ont sorti. Ils ont dit, ben, le gras trans, finalement, industriel, est très mauvais pour la santé cardiovasculaire. Alors, on devrait l'éliminer. Alors, c'est pour ça que dans les années 90, on a commencé à dire, ben, peut-être le beurre est mieux que la margarine à cause des gras trans industriels. Alors, on a eu un changement dans ça. Et depuis les années 2020, on voit que c'était éliminé de la population. Alors, on voit qu'il n'y a plus les gras trans artificiels ou industriels sont interdits. Alors, j'ai participé à une étude ici avec Santé Canada
et on a regardé combien il y avait de gras trans industriels dans les globules rouges des individus. Alors, on peut, quand on consomme des gras trans industriels ou n'importe quel gras, on peut regarder dans nos cellules, parce que le gras s'incorpore dans nos cellules, combien on a de ces gras-là dans nos cellules. Alors, c'est un bon indicateur de combien on en consomme. Et on a vu que c'était très faible. Alors, c'était moins de 1%. Alors, 1%, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recommande pour avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires. Alors, c'est une étude qui vient juste d'être publiée, mais on a regardé les données de 2012 à 2015. Alors, on voyait qu'il y avait une diminution à cause qu'on en consommait de moins en moins dans notre diète. Alors, c'est très bien. On consomme moins de gras trans en général dans notre alimentation. Par contre, quand j'ai vu ça, alors qu'on a enlevé les gras trans, euh, j'ai pensé, il y a les gras trans industriels qu'on fait chimiquement. Alors, l'acide éladique ici. Alors, dans la présentation, je vais dire l'acide éladique ou le EA pour la suite. Alors, c'est le gras qu'on fait en industrie qui était dans la margarine, le shortening, mais il y a aussi des gras trans naturels. Alors, ces gras trans naturels ne font pas partie de l'interdiction de Santé Canada et il n'y a pas de recommandation non plus. C'est des petits gras qu'on retrouve et c'est le transvacinique et le transpalmitique. Alors, le TVA, je vais appeler, et le TPA pour que ça soit plus simple. Et ces deux gras trans-là, ils sont un peu différents du gras trans industriel. Alors, on voit que la double liaison n'est pas à la même place. Et on sait aussi en nutrition que quand il y a plus de carbone ou le gras n'est pas à la même place, ça peut faire des changements de la façon qu'on absorbe ou que le gras est détecté ou métabolisé ou même incorporé dans nos cellules. Alors, ça peut avoir un effet sur c'est quoi les effets potentiels de ce gras-là. Alors, moi, dans mes recherches, je me suis intéressée à ces deux gras-là parce qu'on n'en consomme pas beaucoup, mais peut-être ils ont quand même un impact sur la santé. Alors, une des première étude que j'ai faite, elle est ici. Alors, on sait que les gras trans ruminants viennent surtout, ils sont en faible quantité et ils viennent surtout du lait, des produits laitiers et de la viande. Mais on connaît très peu sur les mécanismes. On commence à en savoir plus, mais très peu. Alors, j'avais fait une étude où on a regardé chez des hommes et des femmes de la ville de Québec. On a regardé les gras trans dans leur sang, les gras trans industriels et les gras trans ruminants. Et on a vu que les gens qui avaient plus de gras trans ruminants avaient un profil métabolique plus en santé que ceux qui étaient qui avaient plus de gras trans industriels. Alors, tout ça m'a fait penser, comme c'est une étude observationnelle d'association, on n'avait pas de mécanisme. Et ça m'a fait penser que je pouvais faire des recherches sur le gras trans ruminant. Alors, le gras trans ruminant des produits laitiers, c'est ma première étudiante, Marine, qui a regardé ça. Elle a regardé qu'est-ce qu'on connaît sur ces gras-là et quel genre d'études ont été faites. Et on a vu que dans ce temps-là, alors c'était en 2015, qu'il y avait un peu d'études sur l'acide éladique, alors le EA, l'acide industriel, et la majorité était que c'était pro-inflammatoire, alors ça augmentait l'inflammation. Le TPA et le TVA, il y avait très peu d'études, surtout le TPA, il y avait juste une étude dans ces années-là. Et l'acide léonélique conjugué, il y avait quand même 14 études qui allaient un peu dans tous les sens, mais c'était quand même bien étudié. Alors, on s'est dit, il faudrait étudier ces deux gras-là, parce qu'on élimine le gras industriel qui est correct, mais ces deux gras-là, est-ce qu'il faut les éliminer ou on pourrait en garder dans notre diète pour avoir des effets bénéfiques sur la santé, s'il y en a? Alors, on voulait savoir les mécanismes d'action et c'était vraiment ça qui nous intéressait. Alors, Marine
mon étudiante, elle a dit, bon, on va faire des expériences très simples. On va prendre ces deux acides gras-là et un contrôle et on va les mettre sur des cellules. Alors, des cellules de foie et après des cellules endothéliales. Et on va prendre des cellules qui ont pas d'inflammation et d'autres qui ont de l'inflammation avec le TNF. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que quand on rajoutait ça dans le milieu des cellules, on voyait qu'il y avait une diminution de l'inflammation des cellules. Surtout, un peu avec le TPA, le TVA et le TPA, surtout le EA, il n'y avait pas, avec l'acide industriel, il n'y avait pas de différence aussi. Mais quand les cellules n'avaient pas d'inflammation, il n'y avait pas d'effet. Alors vraiment, ça nous a dit, ben, s'il y a de l'inflammation, ça peut réduire notre inflammation. Alors on s'est dit, c'est très intéressant que le TPA a un effet aussi grand sur l'inflammation. Alors on a regardé s'il y avait des études qui étaient faites chez les animaux et on n'a pas vu d'études. Alors, la prochaine étape, c'est pour faire des études avec les animaux. Il n'y en avait pas. Alors, on s'est dit, il faudrait faire une étude avec les animaux, mais il faudrait s'assurer qu'ils consomment vraiment le TPA et pas d'autres gras ou quelque chose d'autre qui pourrait être différent. Alors, pour faire cela, avec mon collègue Nicolas Bertrand, qui est en pharmacie, on a développé, ou plutôt Nicolas, a développé une façon d'encapsuler les gras pour qu'on puisse les mettre dans l'eau. Et ça fait en sorte qu'on sait exactement que les animaux vont boire l'eau parce qu'ils ont besoin de boire l'eau. Et ça les protège aussi, les gras, quand on les encapsule de l'oxydation. Et ça peut augmenter leur efficacité. Alors, on a écrit aussi une revue de la littérature, de regarder si c'était déjà fait. Et effectivement, il y avait des gens qui avaient déjà encapsulé les gras trans, surtout les gras trans, le CLA. Et il y avait quand même 18 études qui avaient encapsulé de différentes façons. On a développé une façon avec la lécithine d'encapsuler nos gras. Alors, quand on a développé cette méthode, évidemment, on a testé si nos gras qu'on mettait dans les nanoparticules étaient vraiment absorbés quand on les donnait dans l'eau chez les animaux. Et effectivement, quand on donnait le gras encapsulé dans l'eau, on voyait que la concentration du gras spécifique qui était encapsulé augmentait dans le plasma de l'animal. Alors, ça veut dire que c'était très, très bien. On pouvait mettre ça dans l'eau de nos animaux pour qu'ils puissent le consommer et nous, on puisse voir les effets physiologiques. Et autrement, si on regardait aussi, ici, on voit la distribution. Alors, c'était des nanoparticules avec la lécithine. Alors, on voit qu'il y avait aussi d'autres gras, mais ces autres gras-là n'affectaient pas significativement la concentration du plasma. C'était vraiment le gras que la particule était enrichie, la vésicule était enrichie qui affectait le plasma. Mais après ça, on s'est dit, disons qu'on fait les gras, on encapsule les gras trans ruminants, alors le TPA et le gras trans industriel. Peut-être que nos souris vont préférer le gras trans industriel, peut-être qu'ils goûtent mieux que l'autre. Alors, on s'est dit, bon, il faudrait faire des tests de préférence alimentaire. Alors, on a fait un test de comportement parce qu'on ne voulait pas que nos souris consomment plus d'une huile que l'autre à cause que simplement, il y avait un meilleur goût. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris, on avait la chance au CHUL, d'avoir des cages intelligentes. Alors, ces cages-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des souris et on met des micropuces et on peut voir combien de fois ils boivent puis quelle quantité d'eau ils consomment environ par jour. Alors, c'est une cage qui a 4 coins et dans chaque coin, on peut mettre 2 sortes d'eau pour que la souris puisse choisir qu'est-ce qu'elle va boire et la nourriture est au milieu. Puis, alors, on peut mettre
12 animaux dans chaque cage. Et on peut voir exactement qu'est-ce qu'ils consomment, quelle sorte d'eau ou de gras qu'ils consomment avec la micropuce. Alors, nous, on a fait un, un layout avec Farzad. Alors, en premier, on leur a donné juste de l'eau et on a vu c'est quoi la base où ils consommaient, dans quel coin ils allaient consommer le plus d'eau. Et après ça, on a essayé de mettre des gras et la lécithine, qui est le contrôle, dans différents coins. Alors, dans une cage, on a mis le EA, alors l'acide gras industriel, et l'autre cage, on a mis le TPA, alors le ruminant. Puis, on a mis juste de l'eau. Et après ça, on a mis les deux gras. Et après ça, on a mis les deux gras plus de l'eau. Alors, on voulait vraiment voir qu'est-ce que la souris aurait préféré de boire si elle a le choix. Est-ce qu'il y a vraiment un gras qu'elle voit plus? Alors, on voyait avec la micropuce, on pouvait voir dans quel coin la souris allait, qu'est-ce qu'elle essayait de boire alors avec des coups de nez, puis qu'est-ce qu'elle buvait vraiment avec combien de fois elle lichait le coin. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a eu vraiment beaucoup de données sur ça et c'était vraiment quand même un bon challenge pour Farzad d'analyser tout ça. Et on a vu que si on regarde ça, combien de fois il lichait sur une cage, et ça c'est l'autre cage, on voit que l'eau, pour les 7 jours, c'était quand même assez stable. Et après qu'on a mis le TPA, on voit qu'ils ont commencé à vraiment aimer le TPA. Ils ont consommé plus d'eau avec le TPA. Après, avec l'eau, c'est devenu plus stable. On a remis le TPA. Comme la nouveauté est plus là, on a voulu voir qu'est-ce qui arrivait. C'était plutôt resté stable. Et avec le EA, c'était environ la même chose. Et dans la deuxième cage, c'est à peu près la même chose qui est arrivée. Ils ont vraiment moins apprécié la lécithine. Mais quand on a mis le EA, ils ont augmenté leur consommation et le TPA aussi. Alors, en réalité, on a vu que quand l'eau contenait des acides gras, les souris consommaient environ 15% de plus d'eau avec le gras. Et on a aussi vu qu'il n'y avait pas de différence entre le EA et le TPA. Alors, nos vésicules avec le gras, ils goûtaient tous la même chose. Alors, on pouvait continuer à faire des études pour voir les effets sur d'autres paramètres. Alors, on a fait une autre étude avec les gras maintenant pour voir vraiment qu'est-ce qui se passait sur les paramètres de santé. Alors, on a mis le TPA et le EA dans des vésicules aussi. Et juste pour vous dire qu'on a utilisé une dose physiologique. Alors, la recommandation, c'est de moins de 1% de gras trans dans la diète. Alors, nous, on a donné environ entre 1 et 1,6%, qui est équivalent de boire ou de manger quelques produits laitiers ou de viande par jour. Alors, c'est vraiment une petite dose dans l'eau des souris. Alors, c'était ça. Et on a pris leur poids. Alors, à chaque 7 jours, et on a pris des échantillons de sel aux jours 0, 7 et 28 pour faire le microbiome. Et on a fait l'analyse des métabolites des sels aussi par GCMS. Et qu'est-ce que les résultats nous ont montré? Que pour le microbiome, Farzad a travaillé fort avec une collaboratrice, Jane Foster de McMaster, et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence au jour 7. Et au jour 28, il n'y avait pas beaucoup de différence, malgré le fait qu'il y avait des petits changements dans le nombre de bactéries, mais c'était vraiment pas très clair qu'est-ce qui se passait dans ce aspect-là. Peut-être la dose n'était pas assez grande ou peut-être l'étude n'était pas assez longue pour voir vraiment des changements aussi. Alors après, on a regardé aussi les métabolites. Alors, on voit différents métabolites ici et on voit le EA en rouge et le TPA en vert, l'eau en bleu et la lécithine en jaune. Et on n'a pas vu au jour 7 beaucoup de changements.
Mais au jour 28, il y avait quand même des différences entre les deux groupes, mais les différences qui étaient le plus intéressantes, c'était vraiment les différences avec les acides gras à chaîne courte, que le TPA augmentait, mais l'acide gras industriel diminuait. Alors, on n'est pas certain pourquoi ça fait ça. Alors, on sait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un acide gras chaîne courte? C'est un gras saturé qui a seulement moins de 6 atomes. Et on a surtout de l'acétate, le propionate et le butyrate comme acide gras à chaîne courte. Et il pourrait avoir des effets bénéfiques. Alors maintenant, de plus en plus dans la littérature, on voit que les acides gras à chaîne courte pourraient diminuer, par exemple, la glycémie ou avoir des effets favorables sur l'inflammation, le tissu adipeux. Alors, beaucoup d'effets. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus très clair, mais il semble peut-être avoir un effet. Alors, on a continué à regarder ça et on a vu comme les acides gras à chaîne courte étaient augmentés dans les fèves ici. Alors, on voit comment les nanoparticules peuvent peut-être augmenter les acides gras. On a regardé aussi les acides gras à chaîne courte dans le foie, comme on a l'instrument pour faire les analyses dans notre laboratoire. On a regardé ça et on a vu que dans le foie, il y avait beaucoup plus d'acides gras à chaîne courte, d'acétate après le TPA. Alors, ça, c'est des résultats préliminaires. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais ça nous donne des pensées pour le futur. Alors, on ne sait pas combien, est-ce qu'il y en a vraiment plus et pourquoi? Est-ce que les acides gras à chaîne courte, peut-être c'est des métabolites ou ils sont convertis d'une façon quand l'animal consomme les TPA. Il faudrait faire plus de recherche sur ça. Et finalement, dans cette étude-là, on a pris aussi le tissu adipeux et on a regardé dans le tissu adipeux qu'est-ce qui changeait comme expression de gènes. Alors, on a pris le tissu adipeux, puis on a séquencé, puis on a fait des analyses. Qu'est-ce qui nous intéressait? C'était vraiment les gènes liés au diabète et à l'inflammation. Et on a vu effectivement qu'il y avait quand même beaucoup de changements pour l'expression génique dans le tissu adipeux. Alors, on a vu que le TPA versus O changeait plusieurs gènes, alors 350 gènes. Et on a aussi vu que l'acide gras industriel versus l'eau ne changeait pas de l'expression de gènes. Et le TPA versus le EA était vraiment différent. Le TPA changeait 340 gènes comparé au EA, dont voici quelques gènes. Alors, ça nous a intéressés. On ne savait pas pourquoi il y avait tellement de changements de gènes dans le tissu adipeux avec le TPA. Mais on voyait clairement que le TPA n'était pas égal au EA, alors le gras trans industriel. On a regardé les voies qui pouvaient être affectées aussi. Alors, on a regardé ces gènes où ils étaient liés et on a vu que ces gènes-là étaient vraiment liés à différents voies de l'inflammation et de l'insuline et du diabète. Alors maintenant, on s'intéresse vraiment, on va regarder plus en détail pourquoi ces voies-là étaient affectées et quels gènes sont vraiment changés après la consommation de TPA. Alors, en conclusion, sur les gras trans ruminants, qu'est-ce que je peux dire? C'est que nous, on n'a pas donné beaucoup de gras trans ruminants, alors 1 à 6 qui est vraiment une dose physiologique que les gens ils peuvent consommer. Et ça a changé le transcriptome, ça a aussi changé le métabolome. Et récemment, on a aussi analysé le protéome. On n'a pas encore fait des statistiques, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de changement majeur dans le protéome. Il faut voir vraiment, il faut regarder plus en détail s'il y a d'autres changements qui ont été faits dans les protéines qu'on retrouve dans le corps. Mais qu'est-ce qu'on a vu pour l'expression, c'est vraiment de l'inflammation, peut-être le stress oxydatif. Alors, peut-être qu'il y aurait des effets bénéfiques sur ces paramètres-là, mais c'est vraiment à déterminer.
Mais si on regarde la littérature au complet, on voit vraiment que si on compare du beurre ou des acides gras trans ruminants avec industriels sur le cholestérol et d'autres marqueurs, il n'y a pas vraiment de différence, à moins que on consomme trop de acides gras trans ruminants ou industriels, on a des effets négatifs. Alors, il y a des études qui ont été faites. Par contre, on ne sait pas si à long terme, peut-être il y aurait, avec les acides gras trans ruminants, des effets bénéfiques sur l'inflammation ou d'autres paramètres. Alors, c'est un peu ça qu'on veut regarder. Qu'est-ce qui se passe plus en détail, pas juste le cholestérol et ça. Alors maintenant, les acides gras trans, ils sont éliminés. Alors vous pensez, OK, on a éliminé les acides gras trans de notre alimentation depuis 2020, mais l'industrie alimentaire, elle a remplacé ces gras trans-là qu'on utilisait vraiment pour la friture dans les restaurants et pour les aliments transformés. Alors, l'industrie alimentaire a développé des nouveaux gras, que c'est des huiles riches en acide oléique. Alors, on appelle ça de l'huile de canola à haute teneur en acide oléique ou de l'huile de soya à haute teneur en acide oléique. Alors, c'est des huiles qu'on ne retrouve pas si vous allez à l'épicerie, on ne va pas les retrouver là. C'est vraiment des huiles qui sont vendues au restaurant, aux cafétérias pour faire la transformation d'aliments. Alors, on a essayé avec un étudiant de voir combien de ces huiles-là sont vendues, puis combien les gens consomment en général, comme c'est des nouvelles huiles, mais on n'a pas de chiffre sur la consommation, mais on pense que c'est élevé parce que on va souvent au restaurant, il y a beaucoup de friture dans notre alimentation, il y a beaucoup d'aliments transformés, alors c'est vraiment, on en consomme beaucoup de cette huile-là sûrement au quotidien. Alors si on regarde plus précisément, c'est quoi ces huiles? On voit que c'est des huiles qui sont enrichies en acides gras monoinsaturés, comme vous voyez. Alors, ils ont vraiment un grand taux d'acide oléique. Alors, c'est ça leur particularité. Et qu'est-ce qui fait en sorte que pour la friture ou pour quand on les chauffe, ils ont un smoke point plus élevé que les autres huiles. C'est pour ça qu'ils sont surtout utilisés dans les restaurants, les cafétérias pour la friture. Et leur durée la stabilité est quand même très élevée aussi. Alors, c'est des nouvelles huiles qui ont comblé les anciennes huiles qui étaient hauts en acide gras trans. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ces huiles-là, c'est qu'il y a quelques études qui ont été faites. Alors, je me suis demandé, OK, maintenant, on remplace ces huiles-là dans notre alimentation, on en consomme. C'est quoi les effets sur la santé? Alors, on a comparé avec les études qui ont été faites et on voit vraiment que ces huiles hautes en acide gras oléique, ils ont des bons effets sur les maladies cardiovasculaires. Alors, on voit ici qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence entre les acides oléiques avec les acides gras saturés ou polyinsaturés. Pour la glycémie aussi, pour l'inflammation aussi. Il n'y a pas de différence dans les études pour l'hypertension ou la fonction endothéliale. Par contre, pour le cholestérol, on voit vraiment que ces huiles-là sont beaucoup meilleures et diminuent le risque diminuent le cholestérol total LDL. Alors, ils ont quand même des effets favorables sur ça. Alors, il y a quelques études qui ont été faites sur ça. Par contre, ces huiles-là, on sait qu'ils sont surtout utilisés pour la friture. Alors, on voit qu'ils étaient vraiment développés par l'industrie alimentaire pour ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas vendus dans les épiceries. Par contre, s'ils sont utilisés longtemps pour la friture, il faut les changer. Alors, dans des pays comme l'Autriche, la Belgique et la Chine, si il y a des tests de pureté qu'on peut faire, alors des tests de qualité. Alors, s'ils sont plus hauts que 25 à 30 %,
il faut changer l'huile. Par contre, au Canada, on n'a pas cette réglementation. Alors, je me demandais pourquoi aussi. Et quand on a regardé les études, la majorité des études étaient faites avec l'huile enrichie d'acide oléique, mais pas dans la friture, il était juste ajouté à l'alimentation post-frit. Alors, je me suis demandé un peu euh, qu'est-ce qui arrive à cette huile-là quand on fait la friture, et c'est ça que j'aimerais euh, regarder plus en détail. Par contre, récemment, avec ma professionnelle de recherche, Karine, on s'est intéressé à la friture en général. Alors, on a lu qu'il y avait beaucoup d'articles qui disaient que si on frit ou on utilise l'huile à haute température, qu'il y a beaucoup de composés qui se génèrent et qui est non favorable pour la santé, qui pourrait être très néfaste même. Alors, on s'est dit, OK, on va se questionner plus sur ça. Alors, elle m'a dit, d'accord, je vais faire des frites et je vais prendre l'huile que j'utilise, alors l'huile de canola, que j'ai fait frire mes frites et je vais voir qu'est-ce qu'on retrouve dedans parce on a l'opportunité de faire ça dans notre laboratoire. Alors, on a l'instrument qui nous permet l'analyse et on a vu qu'on trouvait plein de bioproduits, des nouveaux dérivés d'acide gras dans cette huile-là qui étaient dans la littérature connue comme vraiment néfastes pour la santé. Et en plus de ça, quand ces produits-là, ils sont dans notre alimentation, ils peuvent être néfastes pour la santé, mais ils peuvent être aussi générer un goût différent. Alors maintenant, on aimerait savoir et on se pose les questions, combien de temps, c'est quoi le temps de friture, c'est quoi l'huile idéale pour qu'on ait le moins de ces dérivés-là pour être en santé. Alors, on fait d'autres tests. On a utilisé l'huile de canola qu'on a à l'épicerie, mais maintenant, on a trouvé de l'huile de canola enrichie en acide oléique. Alors, on pourra refaire les mêmes tests pour voir qu'est-ce qui se passe et quels produits sont générés par ces huiles-là, puis combien il faut en manger pour être vraiment, pour pas avoir d'effets négatifs de la friture. Alors, pour résumer, en général, je suis d'accord avec le Guide alimentaire canadien qui dit vraiment de diminuer le gras saturé, moins que 10% de l'apport énergétique, et aussi de privilégier les produits végétaux, l'huile d'olive et l'huile de canola. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gras saturés, dépendant de leur origine, alors si c'est un gras plus naturel, peut-être les effets ne sont pas les mêmes qu'un gras transformé qu'on a dans notre alimentation. Alors, ça pourrait dépendre de ça. Puis comme je vous ai montré, la longueur ou la chimie des molécules de gras, si elle est même tout petite, peut changer complètement l'effet sur la santé. Alors, il faut prendre ça en considération. Et la longueur aussi, comme les gras à chaîne courte, ils sont courts et ils peuvent avoir des effets peut-être bénéfiques pour la santé. Les gras transruminants, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, on ne sait pas encore, on en consomme très peu. Et les huiles riches en acide oléique, c'est une nouvelle huile. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est ça qu'on retrouve souvent dans nos restaurants. Mais je pense que la plus importante chose, c'est d'éviter les aliments transformés, beaucoup de friture et tout ça. Parce que ça génère vraiment beaucoup de produits qui peuvent être néfastes pour la santé. Alors, on essaie de voir qu'est-ce que ça génère et combien on peut en avoir pour pas avoir moins de risques de maladies cardiovasculaires. Peut-être qu'il y a une huile qui en génère moins que d'autres. Alors, c'est tout à voir aussi. Alors, finalement, pour répondre à la question, beurre ou margarine. Alors, je sais que je vous ai dit plusieurs aspects. Alors, le beurre, il y a des acides gras à chaîne courte. Et ça, c'est une composition du beurre et de la margarine d'un article scientifique que j'ai trouvé sur le web. Alors, il y a plusieurs
il y a plusieurs, sûrement, si chacun mesure son propre beurre et sa propre margarine, la composition d'acides gras va être différente, mais ça nous donne quand même une bonne image ici. Alors, on voit que le beurre, c'est vraiment, il y a des acides gras à chaîne courte, comme on voit ici. Il y a quand même des acides gras saturés, mais ils sont naturels. Et il y a des acides gras trans. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Que le beurre, c'est plutôt un aliment non transformé. Par rapport à la margarine, elle est quand même très transformée. Alors, si les margarines sont riches en acide oléique de nos jours, par contre, on rajoute quand même, maintenant qu'on ne peut pas faire de l'hydrogénation, on rajoute quand même des produits de palme ou de coco pour rendre la margarine solide. Alors, chaque margarine est un peu différente. Alors, il faudrait en réalité, si on peut, lire les étiquettes et en choisir la meilleure qui a le plus d'acide oléique et le moins d'acide saturé de palme ou de coco qui est le plus, qui peut être néfaste pour la santé aussi. Alors, à la fin, si on consomme le beurre ou la margarine en modération, je pense que c'est un choix qu'on peut faire si c'est pas en excès et un choix, on peut choisir un ou l'autre. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Alors, je pense que c'est à chacun de faire son choix maintenant, qui sait pourquoi la margarine et pourquoi le beurre, ils ont eu tellement un parcours historique différent. Alors, j'aimerais remercier mes collaborateurs et mon équipe de recherche et aussi tous les organismes qui ont financé ma recherche, surtout les projets. Ces projets-là, c'était subventionné par le CRSNG et le CMDO. Merci.